texte c'est quoi l'amour et qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir votre propre relation d'un conte de fées. Beaucoup d'individus se demandent dès un jeune âge, c'est quoi l'amour et les relations? Est-ce que je vais trouver l'amour et une relation saine un jour? Si oui, comment est-ce que je le trouve? Et quand je le trouve, comment est-ce que ça devrait avoir l'air? Aujourd'hui, je m'appelle Cupidon et je suis ici pour vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de l'amour. Pour ça, vous êtes assez éduqué pour ne pas avoir de doute quand tu frappes quelqu'un avec ta flèche amoureuse. Nous allons parler de c'est quoi l'amour et comment aimer de la bonne manière. Selon la définition, les relations intimes désignent des relations interpersonnelles caractérisées par l'intensité du sentiment, par une connaissance profonde de l'autre et par un degré élevé d'interdépendance. J'aimerais vous montrer des individus de tous les âges qui expliquent de leur point de vue c'est quoi l'amour et comment est-ce que ça a l'air. La vidéo est seulement possible en anglais, alors vous pouvez la sauter si vous voulez. What does the word love mean to you? Wow. Ooh, love. 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 Oh my goodness. That means you love somebody. I think love is... love is a way... Actually, I'm not really sure how to answer this question. It's complicated. Love is a complicated thing. Well, one of the definitions is that condition or state where the happiness of another is essential to one's own. I think love is just a form of God. Well, if you're talking family-wise, it means everything. But if you're talking like marriage, I mean, you could be single. I mean, that's kind of what I want to do. Wow, that's deep. Oh, you're asking the wrong age group because the first thing I want to do is say love means never having to say you're sorry. Love means never having to say you're sorry. But I don't believe that at all because I feel like you say you're sorry a lot. Love to me is the greatest marketing campaign ever invented. Love for me is being 100% vulnerable and all the way in, You can love yourself first. Because once you learn how to love yourself, you can love anything in this world. Someone that loves you because you're you. Love means accepting people the way they are. It has to be a two-way street. It can't just be, I'm accepting you gotta accept me too. I think that it's being able to do something for somebody else that maybe you wouldn't normally do or maybe you wouldn't want to do, but you do it anyway because it's something that they want to do. Even if you hate it so much, you just would do anything because you want to be with them. Love is a powerful thing. It makes you do the things you never thought you could do. And I think it makes life worth living. Everything else. Que certains d'entre vous ont encore besoin de trouver l'amour. Alors je vais vous expliquer le processus de trouver quelqu'un à qui vous êtes attiré et pourquoi certains individus sont plus compatibles que d'autres. Peut-être que vous avez déjà entendu la phrase « qui se ressemble s'assemble ». Peut-être que non, mais de façon intéressante, c'est vrai. Selon des chercheurs de l'Université Montpellier, les hommes trouvent que les femmes avec qui ils partagent certaines particularités physiques sont plus attirantes que d'autres. La théorie de l'homogamie, qui est descendue du comportement de nombreuses espèces animales, démontre que les individus recherchent des partenaires qui sont similaires génétiquement. De plus, l'autre théorie, nommée l'incertitude de paternité, démontre que les hommes auraient tendance à préférer les traits récessifs comme les yeux bleus ou lèvres fines par rapport aux yeux bruns ou lèvres épaisses chez les femmes, puisque ces caractères permettraient de reconnaître leurs propres qualités génétiques dans leur enfant. Cependant, les caractéristiques comme la jeunesse, la peau saine et un corps physiquement en santé sont aussi attirantes puisqu'elles sont des signes de fertilité. Le psychologue Sigmund Freud a créé son théorie sur le fait que l'inconscience des enfants désire leurs parents du sexe opposé pour des relations lorsqu'ils sont nés. Sigmund Freud a proposé que les petites filles expérimentent de l'anxiété envers ne pas être biologiquement pareilles que les hommes, physiquement, qui entraînent des sentiments amoureux envers leur père et les désirs de donner naissance à un garçon. De plus, il a aussi proposé que les petits garçons désirent prendre la place de leur père dans le cœur de leur mère pour être l'amoureux primaire. Il est pour cette raison que les psychologues disaient que quand les individus sont plus vieux, ils cherchent quelqu'un à qui il a l'air comme leurs parents. Mais cette théorie a ensuite développé qu'on cherche plus quelqu'un qui nous ressemble génétiquement
puisque nous sommes 50% génétiquement nos pères et 50% génétiquement nos mères. Mais n'oublie pas, l'habit ne fait pas le moine. Il est aussi important en cherchant votre autre moitié de ne pas oublier que les similarités dans le niveau d'éducation, l'environnement social, les modes de vie et les valeurs sont aussi très importantes. De plus, George C. Homans et son théorie de l'échange social indiquent qu'est-ce qui nous motive à socialiser avec quelqu'un plus que d'autres et comment s'effectuent ces échanges. Homan a démontré que toutes les relations se maintiennent ou se brisent selon les bénéfices et coûts associés avec leur relation. Il est pour cette raison que nous cherchons des relations qui nous apportent plus de positivité et bénéfices comparé à d'autres qui pourraient nous causer plus de peine et de malheur. La réponse à ces stimuli serait simple. Face à un solde négatif, nous abandonnerions la relation et face à un solde positif, nous la maintiendrions. Ceci décrit les règles importantes à considérer lors de choisir une partenaire parfaite pour vous. Mais lorsque vous entrez en relation, il y a des étapes à suivre pour avoir une relation saine. Étape 1. La création. Lorsqu'ils se forment, les membres connaissent une phase initiale où les interactions sont formelles, voire figées ou maladroites, tandis que les membres se rencontrent et font connaissance. Vite se faire une idée de la finalité de la relation et de la façon dont ils vont collaborer. Étape 2. La confrontation. Quand les membres commencent à interagir et à définir ce que sera leur place ou leur rôle dans la relation, les conflits se mettent à apparaître. Cela fait partie de l'évolution naturelle des relations. Étape 3. La structuration. Alors que s'installe la collaboration, des modes de fonctionnement et des normes comportementales se clarifient peu à peu, et les membres exercent des rôles utiles. L'acceptation du processus et le respect mutuel s'accroissent. 4. La productivité. Au fil du temps, en gagnant de l'expérience et en faisant preuve de persévérance, la relation atteint une plus grande efficacité dans l'exécution des tâches correspondant à leur finalité. Étape 5. La dissolution. Les relations cessent d'exister, soit parce qu'ils mettent simplement un terme à leurs activités, soit parce qu'ils se transforment, c'est-à-dire qu'ils changent de but ou leurs membres s'orientent vers une autre forme de regroupement. Cette phase de dissolution représente une situation de fragilité ou de malaise pour certains. Il est à cette étape que les relations se cassent ou deviennent sérieuses. Il n'y a pas un temps spécifique à chaque étape et ça diffère selon le couple et leur vue personnelle. Il n'y a pas un temps qui est meilleur que d'autres. Selon ces étapes, il y a des positifs et des négatifs qui peuvent apparaître dans les relations. Il y a beaucoup de bienfaits d'une relation physique et mentale, mais dans les mauvaises circonstances, l'amour peut aussi causer beaucoup de dommages. Il est dit que l'amour, c'est la santé, et quand les relations se poursuivent de la bonne manière, c'est la vérité. L'amour fait intervenir de nombreuses hormones liées à des sensations ou des émotions bénéfiques pour la santé. Il y a 2 hormones qui se présentent en phase d'amour. La phényléthylamine, l'oxytocine et la dopamine. Ces hormones permettent d'apaiser le stress et l'anxiété et constituent également un psychostimulant. L'amour est tellement fort que ça produit des sentiments de bien-être et de bonheur par plaire à l'autre, de se sentir rassuré par l'autre et avoir confiance en soi. Cependant, les effets des hormones ne sont pas seulement psychologiques, mais aussi physiques. Lors d'un câlin ou même des pensées amoureuses, les endorphins bloquent la transmission des signaux douloureux et réduisent les sensations de douleur et fonctionnent très bien comme antidépresseurs. Cependant, si la relation n'est pas de bonne qualité, les inquiétudes comme la jalousie, la colère et l'infidélité peuvent générer du stress et de l'anxiété qui peut avoir un impact négatif sur la santé mentale. Mais la santé physique est le reflet de la santé mentale. Lorsqu'une personne se sent déprimée ou stressée, sa santé physique peut se détériorer, qui augmente les risques de tomber malade. Selon une étude, les personnes en couple ont des réponses immunitaires plus efficaces que celles des personnes vivant seules. N'oublie pas que l'amour peut aussi aider les individus à grandir personnellement puisque ça rassure l'individu, le valorise et le rend plus créatif. Ce sentiment permet de développer la tendresse, la générosité, le goût de la découverte et le désir d'apprendre. Ça permet aussi de devenir des meilleures personnes et mieux contribuer à la société.
Mais l'absence d'amour peut pousser des individus à s'isoler et à s'enfermer dans les habitudes néfastes. La puissance de l'amour est tellement grande que même une photo d'une personne aimée active chez son partenaire la partie du cerveau qui est stimulée par la prise de cocaïne. Avec qui vous décidez d'entrer en relation avec, il y a des rôles à maintenir pour faire votre partie. Le psychologue Marina Edelman a créé le cycle de vie des relations en 5 étapes pour élaborer sur les buts et rôles à chaque étape dans les relations. Stage 1. La stage romantique. À ce stade, les besoins sont d'aimer et d'appartenir. Rempli des fantaisies et espérances pour le futur, le rôle de ce stade est de donner une introduction au couple de comment est-ce que leur relation aura l'air. Ça dure environ 2 mois à 2 ans, mais en moyenne 6 mois. À ce stade, beaucoup d'hormones sont produits qui donnent des sentiments très contents, positifs et excités de tout dans la vie. Les couples sont encouragés à s'amuser à ce stade puisqu'il n'y a pas beaucoup qui a besoin de changer à ce point. Stage 2. Lutte pour le pouvoir. Durant ce processus, les différences sont trouvées entre les individus et la lutte pour le pouvoir se débute. Ce stade est plus difficile et beaucoup de relations se terminent à ce point. Les couples commencent à être émotionnellement plus intimes et les faiblesses commencent à apparaître et les conflits se passent. Le but est d'apprendre à propos de vous-même et votre partenaire pour les apprécier comme ils sont. Habituellement, la lutte pour le pouvoir commence après déménager ensemble. Étape 3. Étape de stabilité. Si comme enfant on n'apprenait pas à s'adapter, la phase de lutte pour le pouvoir était exceptionnellement difficile. Cependant, lors de sa survie, le couple accepte les différences de chacun et établit des limites claires. Le besoin satisfait à ce stade est la liberté et le choix. Le danger à ce stade est que le couple commence à se rendre compte que les chemins de vie de chacun peuvent être différents. Il y a un sentiment de perte et de tristesse car les rêves ne se matérialisent pas. Il peut y avoir un sentiment d'ennui, un sentiment de ne pas être connecté et de n'avoir rien en commun. L'accent est mis sur le présent et non sur l'avenir car cela reste indécis. Il s'agit de la deuxième étape la plus courante pour le conseil ou le divorce. Au début, ça fait du bien d'accepter d'arrêter de changer l'autre, mais la vie est une question de croissance et de changement. À ce stade, le couple a des antécédents et devrait utiliser comme un avantage pour persévérer dans la relation. À ce stade, le respect mutuel s'installe où le couple revient à la lutte pour le pouvoir. Étape d'engagement. C'est l'étape où le couple devrait envisager le mariage. Malheureusement, les gens se sont généralement déjà mariés au stade de leur romance. C'est malheureux car lorsqu'on atteint le stade de la lutte pour le pouvoir, ils se demandent ce qui les a frappés. À ce stade, le couple fait des choix clairs sur lui-même et son partenaire, en fonction à la fois des différences et des points communs. Les besoins satisfaits ici sont un équilibre entre l'amour, l'appartenance, le plaisir, le pouvoir et la liberté. C'est une étape où 2 personnes se rendent compte qu'elles n'ont pas besoin d'être l'une avec l'autre, mais choisissent de l'être. Dans l'ensemble, c'est le stade où le couple commence enfin à se sentir à l'aise et heureux de l'approfondissement de leur relation cohérente. Certaines personnes ressentent un sentiment de perte à ce stade lorsqu'ils apprennent à accepter leur partenaire pour ce qu'elles sont vraiment, car cela signifie qu'elles doivent abandonner le fantasme de qui elles veulent que leur partenaire soit. À cette phase, les individus commencent à rétablir leurs propres intérêts et amitiés extérieures qui ont été abandonnés pendant la phase romantique. Il y a un risque que le couple commence à s'éloigner ou à s'ennuyer l'un l'autre. Le remède est d'essayer de maintenir la connexion qui a été créée dans la phase romantique en établissant la nuit de rendez-vous et en se faisant une priorité. Stade 5. Étape de co-création. À ce stade, le couple a décidé de former une équipe qui part dans le monde. Ce monde peut inclure des enfants, un projet, une entreprise commune, etc. Le rôle de cette étape est de gérer tout projet commun ou crise de vie comme une équipe parfaite, agissant comme une seule, de manière proactive, responsable et constructive pour un épanouissement mutuel. Le danger à ce stade est la participation au monde extérieur et les relations négligées. La relation doit être continuellement entretenue en cours de route. Il faut du temps pour vous, pour moi, pour nous et pour eux. C'est parfois difficile et des choix doivent être faits. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour trouver l'amour de ta vie? J'espère que tu vas mettre ces compétences au travail. À la prochaine!